Certains divertissements d'autrefois nous semblent aujourd'hui totalement incompréhensibles, et pourtant, à leur époque, ils étaient considérés comme parfaitement normaux. Entre les combats de boxe organisés contre des ours et le déballage de momies, découvrons ensemble des distractions qui faisaient bel et bien partie du quotidien de l'époque. Avaler des poissons rouges vivants. Oui, c'était une vraie mode dans les années 1930. Tout commence à Harvard. Un étudiant prétend avoir mangé un poisson rouge sur un pari. Quelques jours plus tard, les journaux en parlent. Et c'est parti, les étudiants se défient et les records s'enchaînent. 1, 2, puis 10 poissons rouges vivants. Ce n'était ni un défi TikTok ni une punition, c'était juste divertissant. Mais très vite, la SPCA, une organisation pour la protection des animaux, tire la sonnette d'alarme. Trop cruel, trop absurde. Plusieurs États finissent par interdire la pratique. Aujourd'hui, ce genre de plaisir semble inconcevable, mais à l'époque, c'était tendance. Avaler un poisson rouge, c'était, comment dire, cool. Un cheval au galop qui grimpe sur une plateforme de 15 mètres. Sur son dos, une femme en équilibre. Le public retient son souffle. Et soudain, ils sautent, ensemble, dans une piscine minuscule. C'était ça, les Diving Horses, un spectacle populaire aux États-Unis entre 1880 et 1970. Des chevaux entraînés à plonger dans l'eau, parfois plusieurs fois par jour. Certains spectateurs payaient des fortunes pour les voir. Et les cavalières, souvent jeunes, parfois adolescentes, devenaient des stars. Mais ce que le public applaudissait masquait une réalité bien plus sombre. Blessures, stress extrême et parfois pire. Après des décennies de protestations, le spectacle est finalement interdit. Aujourd'hui, c'est difficile à croire. Mais pendant près d'un siècle, faire sauter un cheval dans une piscine était un divertissement de masse. Dans les années 1920, les Radium Parties étaient l'événement à ne pas manquer. Des soirées glamour où des objets brillants au radium illuminaient les salons. Le radium, découvert comme une merveille scientifique, était utilisé dans les montres, les cosmétiques et même dans l'eau potable. Mais personne ne savait que ce miracle lumineux était en réalité une source de radiation mortelle. Les Radium Parties devenaient un lieu de prestige, mais aussi un piège invisible pour ceux qui y participaient. Le radium, qui semblait si magique, révélait son vrai visage. Une tragédie silencieuse qui aurait pu être évitée. Imaginez un cirque où les vedettes sont des puces. Au 19e siècle, ces minuscules créatures ont captivé le public dans des spectacles où elles exécutaient des tours étonnants. Les cirques de puces étaient des spectacles populaires, où les puces étaient dressées pour sauter à travers des cerceaux, tirer des chariots miniatures et même marcher sur des fils. Tout cela, bien sûr, grâce à un travail minutieux des dresseurs, qui, avec des techniques secrètes, arrivaient à diriger ces créatures minuscules. Les spectateurs pensaient voir des puces faire des performances incroyables, mais en réalité, des mécanismes invisibles et des fils fins manipulaient souvent les petites bêtes. Une attraction qui mêlait divertissement et illusion parfaite. Au 19e siècle, des événements sociaux surprenants prenaient place dans les salons, les fêtes de déballage de momies. Lors de ces fêtes, des invités assistaient au déballage de véritables momies égyptiennes. Ces rassemblements, particulièrement populaires en Angleterre, offraient une expérience qui aujourd'hui semble tout à fait décalée. Les momies, rapportées lors d'expéditions archéologiques, étaient déballées lentement devant un public curieux, faisant de cet acte non pas uniquement un processus de recherche, mais un divertissement des plus macabres. Aujourd'hui, ces fêtes de déballage de momies peuvent sembler choquantes et irrespectueuses. Pourtant, au 19e siècle, elles étaient un moyen de mêler exploration scientifique et divertissement. Dans les années 1950, un passe-temps pour le moins curieux s'est répandu parmi les étudiants. Remplir une cabine téléphonique avec le plus de personnes possible. Ce phénomène absurde venu d'Afrique du Sud avant de gagner les États-Unis et le Canada a brièvement enflammé les campus universitaires. Le principe était simple, choisir une cabine téléphonique classique, étroite, en verre, conçue pour une seule personne, et y faire entrer un maximum d'individus. Le tout était soigneusement chronométré et souvent photographié, dans un esprit de compétition bon enfant. Certains groupes arrivaient à y entasser jusqu'à 20 étudiants, repliés sur eux-mêmes, accrochés aux parois, empilés les uns sur les autres. La pratique est devenue une mode éclair, relayée dans les journaux étudiants et même dans la presse nationale. L'engouement n'aura duré que quelques mois avant de disparaître aussi vite qu'il était apparu. Pendant des siècles, en Europe comme ailleurs, un type de divertissement sanglant attirait les foules, les combats entre humains et animaux sauvages. Et parmi les plus redoutables, on trouvait les affrontements entre hommes et ours, organisés dans des arènes ou des places publiques. Ces spectacles remontent à l'Antiquité, mais c'est au Moyen-Âge et surtout à la Renaissance que les combats contre des ours deviennent un véritable phénomène. En Angleterre, par exemple, on aménageait des Bear Gardens, des théâtres en plein air conçus spécialement pour ce genre d'affrontement. L'ours, parfois enchaîné, était provoqué par un homme armé d'un bâton, d'une lance ou même de rien du tout. Le public, souvent noble ou bourgeois, assistait au combat en misant sur l'un ou l'autre. Parfois, plusieurs chiens étaient aussi lâchés sur l'animal pour augmenter la violence du spectacle. Un reflet brutal d'une époque où la souffrance animale, et parfois humaine, faisait partie intégrante du spectacle.
Dans les années 1980, un jeu a commencé à faire parler de lui dans certains bars et clubs, le lancer de nains. Oui, littéralement, des personnes atteintes de nanisme étaient lancées par des clients, le plus souvent vêtus de combinaisons rembourrées, dans une ambiance présentée comme festive. Le principe ? Un participant devait projeter un nain contre un matelas ou une cible, et la distance parcourue était mesurée. Certains établissements organisaient même des compétitions, avec récompense à la clé. Étrangement, cette pratique a été présentée à l'époque comme un divertissement consensuel, car certains participants y voyaient un moyen de gagner leur vie. Mais très vite, la polémique a éclaté. Les associations de défense des droits des personnes handicapées ont dénoncé un spectacle dégradant, humiliant et profondément inhumain. Le lancer de nains a eu son quart d'heure de gloire, puis a disparu aussi vite qu'il est apparu. Un jeu des années 80 qui a depuis rejoint la longue liste des divertissements qu'on préfère oublier. Dans certaines civilisations anciennes, pleurer n'était pas seulement un acte de deuil, c'était un métier. Des femmes étaient engagées pour pleurer les morts, parfois de façon spectaculaire, et leurs performances pouvaient même faire l'objet de compétitions publiques. En Égypte ancienne, lors des funérailles de personnages importants, on faisait appel à des pleureuses professionnelles pour accompagner le défunt vers l'au-delà. Leur rôle ? Hurler, gémir, se griffer le visage et exprimer une douleur intense, parfois plus théâtrale que sincère. Mais cette coutume ne s'arrêtait pas en Égypte. En Chine, notamment sous les dynasties Ming et Qing, les pleureuses étaient tout aussi présentes. Lors de certaines cérémonies, elles rivalisaient entre elles pour savoir qui pleurerait le mieux, avec des démonstrations de chagrin codifiées, des chants funèbres et parfois même des jurys chargés de juger la qualité des lamentations. Et dans certains cas, les familles les plus riches organisaient de véritables concours, où plusieurs femmes se succédaient pour livrer la performance la plus déchirante possible, une pratique qui aujourd'hui peut prêter à sourire. Au fil des siècles, les médecins ont utilisé des méthodes de traitement pour le moins étonnantes. Parmi les plus curieuses, les cures de sangsues, qui ont été utilisées pendant près de 1000 ans, du Moyen-Âge au 19e siècle. Mais pourquoi une telle obsession pour ces petites créatures visqueuses ? Les sangsues étaient considérés comme des instruments médicaux puissants, censés purifier le corps des humeurs et traiter une multitude de maux, allant des maux de tête aux maladies plus graves comme la goutte, les infections ou même les troubles sanguins. Les sangsues étaient à placer sur la peau et elles se mettaient à sucer le sang en théorie pour éliminer l'excès de sang ou les impuretés du corps. La popularité des sangsues explosa au XVIIIe siècle. Des médecins célèbres croyaient fermement en leurs bienfaits. On les utilisait dans de nombreuses maladies, même pour des affections bénignes, et les traitements pouvaient durer des heures, voire des jours. Au XVIIIe siècle, une méthode de réanimation pour le moins surprenante était utilisée en Europe. L'administration de fumée de tabac par lavement rectal. Oui, vous avez bien entendu, du tabac soufflé directement dans le rectum, censé ramener les noyés à la vie. Cette pratique reposait sur une croyance médicale largement répandue à l'époque. La fumée de tabac possédait des propriétés stimulantes, chauffantes et revigorantes. Elle était utilisée pour traiter divers maux, spasmes, douleurs, engelures. Mais c'est dans le cas des noyades qu'elle atteignit son sommet d'étrangeté. Lorsqu'une personne était repêchée inanimée après une noyade, on utilisait un dispositif appelé Tobacco Smoke Enema Kit, qui comprenait un soufflet relié à un long tube qu'on introduisait dans le rectum de la victime pour insuffler la fumée directement dans le corps. L'idée était de réchauffer les entrailles et de stimuler la respiration. À Londres, cette méthode était si populaire que des kits de lavement au tabac étaient installés le long de la Tamise, prêts à l'emploi comme des défibrillateurs avant l'heure. Mais avec le temps et l'évolution des connaissances médicales, la méthode a été abandonnée. Non seulement elle s'est révélée inefficace, mais elle était aussi, disons-le clairement, absurde et humiliante. Aujourd'hui, ces anciens passe-temps nous paraissent fous. Mais qui sait, dans quelques décennies, nos loisirs actuels feront peut-être rire ou frémir à leur tour. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker et à vous abonner. A bientôt pour de nouvelles découvertes.